Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Un sujet un peu plus léger en cette période estivale, puisque je vous propose le second volet de mes expressions de l'histoire. Si certaines ont plus ou moins disparu de notre vocabulaire, d'autres sont encore utilisées de nos jours sans que vous en connaissiez l'origine. Alors, prêt à épater votre famille et vos amis lors du prochain barbecue? C'est parti! Vous avez sans doute peu de chance d'avoir déjà entendu cette expression, mais sachez que vos grands-parents et arrière-grands-parents l'ont sans doute utilisée pour décrire une pluie battante et abondante ou une succession d'événements inattendus. Son origine remonte à la guerre franco-prussienne, lors des terribles combats près de Metz du 16 au 18 août 1870, réunis dans plusieurs affrontements, dont celui de Gravelotte. Toujours est-il qu'au cours de cette bataille, il est dit que les obus et les balles tombaient avec une telle densité que les participants, très impressionnés, l'ont comparé à une pluie d'acier, qui aboutit à une véritable hécatombe avec 32 000 tués, blessés ou disparus des deux camps. Dans les années 80, Lio chantait que les brunes ne comptaient pas pour des prunes. Mais pourquoi utilise-t-on ce fruit pour dire qu'on a fait quelque chose pour rien ou qu'on a le sentiment de manquer de considération? Eh bien tout cela, c'est la faute de la deuxième croisade, initiée par Bernard de Clairvaux et menée par le roi de France, Louis VII. Celle-ci va s'avérer être un véritable fiasco. Désistement de l'allié byzantin, défaite des croisés contre les Turcs, échec du siège de Jérusalem, puis celui de Damas, où, refoulés hors de la ville, ils vont découvrir dans leur retraite un arbre fruitier inconnu en Occident, le prunier. L'histoire retiendra qu'ils en rapporteront chez eux, prouvant ainsi maigre consolation qu'ils n'ont pas combattu pour rien. Il est surprenant qu'une victoire soit considérée comme une défaite. C'est pourtant ce qui est arrivé à Pyrrhus, roi d'Épire, dans la Grèce antique. Ce brillant stratège militaire a remporté deux victoires remarquables sur les Romains, à Héraclée en 280 avant Jésus-Christ, puis à Osculum l'année suivante. Mais ces victoires furent si coûteuses en pertes humaines que Pyrrhus lui-même aurait déclaré « Encore une victoire comme celle-là, et nous sommes perdus ». Son armée décimée et ne pouvant compter sur de nouvelles troupes, il dut renoncer à sa campagne italienne. Cette expression a dépassé le cadre militaire pour être employée dans des contextes variés pour illustrer des situations où la victoire s'obtient au prix d'énormes sacrifices, rendant le succès contre-productif. Qui n'a pas été, à un moment donné, exposé à la critique ou au jugement des autres, voire même se retrouver dans une situation délicate? Pas grand monde, je suppose. Mais au Moyen Âge, la sellette était un petit siège de bois de taille basse et inconfortable, où on faisait asseoir un accusé au tribunal pour l'interroger.
Il permettait au juge de dominer le prévenu, qui se trouvait donc dans une position d'infériorité, voire d'humiliation. Son usage fut aboli à la Révolution, mais le sens figuré d'être sur la sellette a traversé les époques pour être encore d'actualité de nos jours. À l'origine, elle voulait dire se mettre en colère ou avoir un accès de colère. Aujourd'hui, elle signifie mourir et a été employée dans ce sens au moment des guerres napoléoniennes. Sur les champs de bataille, les médecins militaires ne disposaient pas du matériel nécessaire pour anesthésier le soldat avant de l'amputer. On avait alors trouvé une maigre solution. Il s'agissait de placer une pipe en terre cuite entre les dents du patient pour éviter qu'il crie. Si le soldat succombait, la pipe glissait de sa bouche pour se casser sur le sol. Si je vous dis le corbeau et le renard, ou le lièvre et la tortue, vous allez me dire les fables de La Fontaine, bien sûr. Mais quel rapport avec nos fameux marrons? Eh bien, cette citation fait référence à l'une d'entre elles, le singe et le chat, où Bertrand, un singe, utilise en le flattant Raton le chat pour qu'il retire à sa place des marrons qui cuisent dans la cheminée, évitant ainsi de se brûler, les mangeant sans en donner à l'infortuné matou. Aujourd'hui, on l'emploie pour utiliser quelqu'un ou quelque chose à son profit, sans prendre de risques, et souvent au détriment d'autrui. Les plus anciens d'entre vous auront sans doute reconnu Fernandel et Françoise Roset dans le film L'Auberge rouge, une comédie macabre des années 50. Un clin d'œil cinématographique pour vous donner les deux explications de cette expression. Au XVe siècle, l'auberge était un terme argotique pour désigner la prison. Les détenus y trouvaient le gîte et le couvert, sans pouvoir en sortir ou au bout d'une très longue période. C'est aussi une référence à l'auberge de Perbeil en Ardèche, où au début du XIXe siècle, un couple de tenanciers assassinait pour les détrousser des voyageurs faisant étape chez eux. Cette affaire fit grand bruit à l'époque, au point d'en appliquer ironiquement l'adage, puisque les malheureuses victimes ne pouvaient évidemment en sortir vivantes. De nos jours, c'est considéré une situation délicate à gérer ou une accumulation de problématiques dont on pense ne pas venir à bout. Tout le monde connaît Limoges et sa célèbre porcelaine. Mais la préfecture de Haute-Vienne se serait bien passée de devenir un verbe synonyme de renvoyer, licencier ou virer. Nous la devons involontairement au général Joffre, commandant en chef des armées, qui, en août 1914, décida, après les premières défaites françaises et l'avancée allemande, de relever de leurs fonctions certains officiers supérieurs jugés incompétents pour les mettre à la retraite. Ils sont d'abord envoyés à l'arrière dans la 12e région militaire, comprenant plusieurs départements, dont la Haute-Vienne et Limoges. C'est donc cette ville qui deviendra le symbole dans le langage courant de ces renvois. Voilà, merci à vous de m'avoir suivi. Bonne fin de vacances, bon barbecue, et je vous retrouve à la rentrée
pour continuer l'histoire. Salut!